J'avais longtemps cru que ma famille m'aimait. Non pas parce qu'elle me le disait, mais parce que mon grand-père, lui, le faisait. Quand mes parents étaient trop occupés à courir après leur propre vie, c'était lui qui restait. Il m'avait appris à me servir de mes mains, à tenir ma parole, à rester bienveillant même lorsque la bienveillance ne me revenait pas. Et lorsqu'il est parti, j'ai cru que tout ce qu'il me restait était ses leçons. Je me trompais. Il m'avait laissé davantage. Mais je ne le savais pas encore. Le jour de la lecture du testament, je suis entrée vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise repassée, les mains posées sur mes genoux, le cœur calme. Les autres, eux, avaient l'air de se rendre à un déjeuner mondain. Mon cousin riait au téléphone. Sa fiancée murmurait à propos d'une propriété au bord du lac. Ma tante avait une bouteille de champagne dans son sac. Ma mère, elle, ne me regarda pas une seule fois. L'avocate, pas celle de mon grand-père, une nouvelle, nous remit des enveloppes. La mienne était vide. Une simple feuille blanche, comme une mauvaise plaisanterie. De l'autre côté de la table, mon cousin s'écria « 150 000 euros, bébé !» et tapa dans la main de mon frère. Les bouchons sautèrent, les verres s'entrechoquèrent, et moi, je restai invisible. Je me penchai vers l'avocate. Il n'y a rien, là-dedans. Elle ne s'y a pas. Votre grand-père a révisé son testament peu avant son décès. Votre part a été révoquée. Révoquée. Ma mère tourna enfin la tête vers moi, sa voix douce et lente, comme du sirop coulant sur du poison. « Daniel, peut-être qu'il a pensé que tu n'en avais pas besoin. » Je partis avant qu'il ne voie mes mains trembler. Ce soir-là, je restai assis dans ma voiture jusqu'au lever du jour. Personne n'appela. Personne ne s'inquiéta. Pendant des mois, je vécus dans un petit appartement au-dessus d'une cuisine de bistrot, bercé par le fracas des assiettes à 2 heures du matin, me demandant si j'avais rêvé tout cela. La confiance de mon grand-père, son affection, ma place dans sa vie. J'épluchai les dossiers du tribunal, engagé des avocats, poursuivi des ombres. Toutes les portes se refermèrent. Puis, un lundi pluvieux, on frappa à ma porte. 3 coups nets. J'ouvris, et découvris un homme en costume anthracite, mallette de cuir à la main. « Monsieur Ayé, dit-il, je suis l'exécuteur désigné par le tribunal pour le testament scellé de votre grand-père. » À l'intérieur, il posa 2 documents sur ma table. L'un portait le sceau du tribunal. L'autre, je le reconnus aussitôt, le faux testament qu'ils avaient lu au cabinet. « Quelqu'un a déposé un faux, expliqua-t-il. Celui que votre famille a vu. Le véritable testament ne vous a jamais écarté. » Ma gorge se serra. « Donc l'héritage est intact, poursuivit-il. Et légalement, vous n'avez jamais été exclu. » Dans le testament scellé, mon nom figurait à côté de 42% du patrimoine. Terre, actions, un compte fiduciaire dont j'ignorais l'existence. Et une chose de plus, la part majoritaire de Ayé Antiquité et Patrimoine. Elle n'avait pas été vendue comme il l'avait prétendu. Les soi-disant papiers de liquidation étaient des faux. Même le tampon de la notaire appartenait à une femme décédée 2 ans avant la date de signature. Ils n'avaient pas seulement volé, ils avaient tenté de m'effacer. En quelques semaines, les avoirs furent gelés. Ayez Antiquité placée sous surveillance. Je reçus une ordonnance de protection, non pas contre des inconnus, mais contre ma propre famille. Les premiers messages vocaux arrivèrent. La voix de mon cousin, oscillant entre colère et panique. Des textos de ma tante, passant du déni aux supplications. Et ma mère. Elle se présenta sur mon perron, en perles, un thermos à la main, affichant ce sourire public qu'elle portait naguère. « Dany, parlons-en. Nous restons une famille. » Je ne lui ouvris pas. L'enquête avança vite. Des courriels refirent surface. Des conversations enregistrées. Leurs plans détaillés comme des schémas de trahison, signatures falsifiées, faux rapports médicaux, transferts offshore. Et puis vint la lettre. L'écriture de mon grand-père. Datée de 6 semaines avant sa mort. « Si tu lis ces lignes, écrivait-il, c'est qu'ils ont fait exactement ce que je redoutais. » Il racontait les avoir vus rôder depuis des années. Il expliquait comment il avait veillé à me protéger. « Tu ne m'as jamais rien demandé. C'est pour cela que je t'ai laissé la clé du patrimoine, de la terre, de tout ce qu'ils tenteront de t'enlever. » Je ne pleurais pas pour l'argent. Je pleurais parce que cela signifiait que je n'avais rien imaginé. J'avais compté pour lui. Le jour du jugement, ma mère était assise, livide et raide.
Mon cousin sanglotait avant même que le juge n'ouvre la bouche. La décision rétablit le vrai testament. Je ne célébrais pas. Je respirais simplement, pour la première fois depuis des mois. Après l'audience, l'exécuteur me remit un petit billet, 4 mots tracés à l'encre noire. Daniel Ayé, unique dépositaire. Le silence qui suivit fut le véritable verdict. Plus d'appels, plus de sermons. Juste l'absence. Un après-midi, je me rendis sur les terres. 42 hectares intacts. La cabane encore debout, la poussière épaisse sur la cheminée. Une photo de moi à 8 ans, les cheveux en bataille, tenant une canne à pêche, souriant comme si j'avais toujours eu ma place. Je m'assis dans le fauteuil de mon grand-père et laissai le calme m'envelopper. C'était à moi. Non pas seulement le domaine, mais le choix, la mémoire, la preuve que j'avais de la valeur à ses yeux. Je ne rappelais pas. Je ne répondis pas aux journalistes. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais la paix, et je tins la promesse que je m'étais faite la nuit où ces coups avaient résonné à ma porte, avancés, mais sans eux. La justice n'est pas arrivée sous les applaudissements. Elle s'est présentée sous la forme d'ordonnances judiciaires et de comptes gelés, dans le silence de leurs voix enfin éteintes. Et j'ai compris une chose. Le silence n'est pas toujours fidélité. Parfois, c'est complicité. Et je n'ai plus de silence à offrir. On peut survivre à la trahison. On peut se reconstruire après la confiance brisée. Et parfois, le geste le plus puissant qu'on puisse poser est de s'éloigner sans rien brûler derrière soi. Et de ne jamais se retourner.